Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une maison sans électricité. Depuis bientôt 12 ans, je me passe d'électricité. Je vous propose aujourd'hui une visite guidée de ma maison et je vais tenter de répondre à la question qui m'est souvent posée: comment tu fais? Eh bien, la réponse est simple: je fais pour une bonne part comme nos aïeux qui ignoraient la dépendance aux appareils électriques. Au pays de Jacou le Croquant, les anciens du village où j'habite situent la fourniture d'électricité dans les années 1950 à 1960. Alors, comment faisait-il avant l'apparition de la fée électricité? Est-ce à dire que sans eau chaude au robinet, sans lave-linge, sans congélateur et réfrigérateur, sans télé et ordi, ils étaient crasseux, affamés et ignares? Ben non, bien sûr que non. Pour ma part, après 55 ans de dépendance à la pléthore d'appareils électriques que propose la société de consommation, j'ai vécu une expérience de 3 ans dans un habitat en bois de 15 mètres carrés, sans eau courante, sans électricité et sans chauffage. Je précise que je bénéficiais d'une arrivée d'eau au compteur en limite de terrain. Quelle situation riche d'enseignements! Vivre au contact étroit de la nature avec juste l'essentiel nous amène à retrouver un rythme sain, une profondeur du regard et un détachement matériel certain où l'apparence devient le dernier de nos soucis. En matière de besoins, cette expérience m'a appris la dimension sacrée de l'eau. En effet, si l'électricité est perçue par tous comme une norme exigible du confort moderne, l'eau, quant à elle, au-delà d'une norme de confort, a toujours été et reste un besoin vital, une nécessité. Il suffit de lister tous les apports de l'eau, que ce soit pour la terre, pour notre corps, pour l'hygiène, ainsi que toutes les activités humaines dans lesquelles intervient l'eau, pour se rendre à l'évidence. Après cette étape de vie de trappeur, l'intelligence de la vie qui s'est exprimée à travers le soutien de quelques amis m'a amené à construire une maison à Ossature-Bois de 50 mètres carrés, un palais pour une personne seule. Cette maison est dotée d'un circuit d'eau courante, d'un chauffage au bois et de toilettes sèches. Aucun circuit électrique ne la parcourt, ce qui ne signifie pas pour autant que je sois totalement indépendante au niveau énergétique. Bien que la maison ne soit pas dotée d'un réseau électrique, j'ai conservé l'usage de 4 appareils électriques: le téléphone portable, l'ordinateur portable, une tablette et une enceinte pour l'écoute de la musique. Je vais maintenant expliquer quelles sont mes sources d'énergie. Le téléphone est chargé tous les jours, soit sur un panneau solaire ou mini-chargeur à la maison, soit sur secteur aux éditions Soi où je travaille. L'ordinateur portable, la tablette et l'enceinte sont rechargés à partir d'une grosse batterie, laquelle peut se charger au solaire et sur secteur évidemment. La batterie ici présentée est un modèle d'une puissance de 350 watts. Elle comporte 2 entrées pour prise mâle et 4 entrées USB. Un robot ménager pourrait être branché sur cette batterie. Le panneau solaire pliable est un modèle d'une puissance de 50 watts. Je précise que je n'allume mon téléphone que 2h30 par jour, une première session en tout début d'après-midi et la deuxième en début de soirée. Par ailleurs, j'ai choisi l'option sans Internet. Quel espace de liberté je m'accorde là! L'éclairage de la maison est assuré par des bougies. Les bougeoirs sont placés aux 4 coins de la pièce de manière à assurer un éclairage très doux et chaleureux. Je précise que les murs, le plafond et le carrelage au sol sont blancs. La nuit venue, le blanc satiné des murs n'absorbe pas la lumière de la bougie, mais au contraire l'amplifie. En hiver, la lecture se fait au moyen d'une lampe à LED qui fonctionne à pile. Une gazinière 4 feux et four à gaz assure la cuisson des repas. De même, un chauffe-eau à gaz m'amène le confort de l'eau chaude dans la salle de bain. Je suis donc dépendante de 2 bouteilles de gaz par an.
Pour la lessive, je dispose de seaux et de bassines de tailles différentes et je procède comme par le passé. Le secret du lavage-main, c'est le trempage. Il suffit de laisser tremper le linge pendant 2 heures dans de l'eau tiède, additionnée d'une combinaison de vinaigre et bicarbonate de soude et d'un peu de lessive. Ajoutez à cela un peu d'huile de coude et la lessive est faite. Une essoreuse à linge manuel assure un séchage relativement rapide. Et puis en cas de nécessité, il reste le recours au lavomatique dont le plus proche de ma maison est éloigné d'1 kilomètre, autant dire la porte à côté. Et je ne m'en prive pas pour les grosses pièces comme les draps. Quant à la conservation du frais alimentaire, pour une végétarienne, elle ne pose aucun problème quand la température diurne est inférieure à 6 degrés Celsius. Un petit espace de la maison bénéficiant de l'orientation nord est réservé à cet effet. Ainsi, du 15 novembre au 15 mars, le réfrigérateur naturel peut conserver légumes et fruits, beurre et fromage, œufs, ou encore conserver des restes de plats que j'ai cuisinés. D'avril à novembre, je m'adapte au contexte climatique et dans la mesure où je me contente de fruits et légumes de saison, certains provenant de mon jardin, la question de la réfrigération ne se pose même pas. En été, les salades composées peuvent être agrémentées de céréales, riz ou couscous par exemple, mais aussi de légumineuses, haricots rouges, pois chiches, quinoa, etc. et puis d'œufs, bien sûr. Avantage de ce système, non seulement il permet de garder la ligne, mais aussi il évite le gaspillage. Le chauffage de la maison est assuré par un poêle à bois, le bois provenant des arbres morts de mon terrain boisé, un terrain de 5000 m². La maison étant bien isolée d'une part, et du fait que je ne suis pas frileuse d'autre part, il ne m'a fallu que 2 stères de bois pour traverser l'hiver 2021-2022. La vitre panoramique du poêle apporte elle aussi un éclairage chaleureux. Volets fermés la nuit venue en hiver, lire à la bougie au coin du feu dans un bon fauteuil, un moment de pur bonheur. Que dire de plus sur cette maison dépourvue de réseau électrique sinon que tous les visiteurs apprécient la douceur reposante de l'énergie qui émane du lieu. Et pour conclure, je vous livre quelques réflexions intimes nées de ces 12 années de vie sans électricité. Côté pratique, vivre sans électricité, c'est une question d'adaptation, d'organisation et surtout un état d'esprit. En fait, il s'agit d'un choix de vie qui s'harmonise avec l'auto-limitation et la sobriété. La prolifération exponentielle des outils, qu'ils soient électroniques, électriques, informatiques, télématiques, etc., est-elle réellement un gage de liberté pour l'humanité ? Nous sommes ici dans un dilemme qu'il est bon de clarifier quand l'on observe l'aliénation de l'humanité dépendante des outils prétendant la libérer. Ainsi, malgré les outils facilitateurs présents au quotidien, beaucoup parmi nous manquent de temps. Et que dire du coût infligé à la planète pour nos si précieux outils, sans parler de ces petites mains d'enfants esclaves ? C'est la sagesse même qui nous invite à prendre goût au désir de se limiter, nous faisant comprendre que le bonheur augmente de tout ce qu'on sacrifie en dépendance et en esclavage. Paradoxalement, vivre sans électricité améliore la qualité de la vie. Excite la dispersion et la course contre la montre. Vivre sans électricité demande une disponibilité d'esprit. Chaque geste retrouvant du sens, pour ne pas dire de la conscience, l'être reprend sa juste place. En fait, c'est une qualité de vie à échelle humaine retrouvée qui s'ajuste à notre rythme. Le bien-être et la liberté ressentie prouvent qu'il vaut vraiment la peine d'être dérangé dans ses habitudes confortables pour s'ouvrir à cette réalité. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.